On est passé de 2 à plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, donc forcément tu fais des conneries et c'est dans ce contexte-là que tu peux perdre beaucoup d'argent. Et au lieu de mettre 50 centimes par clic, la personne avait mis 50 euros. En 15 ans de e-commerce, j'ai perdu plus d'1 million d'euros en faisant des bêtises diverses et variées qui peuvent vous arriver, mais que vous ne ferez pas après avoir vu cette vidéo. Aujourd'hui, dans un format questions-réponses, je vous détaille exactement les pires erreurs que j'ai fait pour que vous puissiez les éviter à votre tour. Peux-tu nous dire dans quel contexte tu as perdu cet argent? C'est quand j'étais directeur marketing chez Tikemoon de 2012 à 2021. On est passé de 2 à plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, donc forcément tu fais des conneries et c'est dans ce contexte-là que tu peux perdre beaucoup d'argent. Et si tu devais résumer ta philosophie e-commerce en une phrase, ce serait quoi? Je dirais que c'est un peu un remake de l'histoire sans fin. T'as jamais fini, t'en vois jamais le bout. Et tout en parcourant l'histoire, tu es un peu comme Jon Snow dans Game of Thrones. Tu te fais trahir de tous les côtés, tu te fais attaquer, tu te fais défoncer très sévèrement, tu reviens et en même temps, tu dois savoir que tu ne sais rien. You know nothing. Et si tu devais revenir en arrière, quelle est l'erreur que tu aimerais le plus éviter? S'il y avait une erreur, c'est plus une erreur de coup d'opportunité que de gaspillage ou une connerie qu'on aurait fait. C'est de se dire qu'en fait, à l'époque, typiquement, le coût par clic sur Google Ads, par exemple, il était 8 fois moins élevé que ce que c'est aujourd'hui. Donc en fait, tout cet argent que tu aurais pu mettre en acquisition à l'époque, sur des trucs rentables quand même, mais juste en baissant un peu tes exigences, mais en fait, avec les intérêts cumulés, aujourd'hui, tu pourrais avoir une courbe qui est royalement différente de ce que ça a réellement donné. Donc là, l'erreur à faire, on va dire, ce serait de ne pas sous-investir. Et pourquoi avoir décidé d'en parler aujourd'hui? Tu as cette tendance qui est en train de revenir dans le domaine du e-commerce, c'est celle de l'objet brillant, où les gens ils se ruent vers quelque chose qui leur promet la lune. Et tu as deux grands types de périodes où les personnes se ruent sur cet objet brillant. Tu as les périodes où tout va mal, quand les gens ils cherchent un peu le remède miracle et qui se demandent ce qui va pouvoir les sortir de la mouise. Et tu as aussi les moments où, entre guillemets, ça va trop bien. Typiquement pendant Covid, tu as eu des marques e-commerce qui ont fait des choix assez dramatiques, qui ont fait des erreurs parce qu'en fait, elles recevaient tellement d'argent, elles ne savaient pas quoi en faire et elles ont pris des choix qu'elles feraient jamais dans une situation normale de business. Donc aujourd'hui, c'est une bonne période pour reparler de ça. Ok. Et si on parle un peu plus acquisition, quelle a été ta pire erreur en publicité payante et combien ça t'a coûté? La pire erreur sur l'acquisition payante, en tout cas le truc que je retiens le plus, on avait eu quelqu'un dans l'agence avec qui on bossait, il s'est trompé, on avait une campagne en coût par clic manuel, donc tu renseignes combien tu es prêt à payer pour un clic, et au lieu de mettre 50 centimes par clic, la personne avait mis 50 euros. Et on a mis quelques heures à s'en rendre compte, mais ça aurait pu être pire en fait si ça avait été par exemple un changement un vendredi et que ça avait tourné tout le week-end, mais déjà là tu te dis mais what? Comment c'est possible? Gérer un service marketing, c'est aussi créer et gérer une équipe. As-tu fait des erreurs à ce niveau-là? Tu peux pas recruter plus de 50 personnes sans faire au moins une erreur, je pense. Ou alors c'est que tu es très très fort et c'est pas forcément mon cas sur ça. Et s'il y avait un exemple à prendre en compte, c'est peut-être la fois où j'en parle assez souvent sur la chaîne, mais ce recrutement où tu te dis j'ai besoin de quelqu'un pour une mission, au lieu de serrer les dents encore plus, on va dire, utiliser les dents à serrer très très fort, et tu dis je vais faire rentrer quelqu'un. Et c'était une personne en CDD, heureusement ou malheureusement j'ai envie de dire, parce que le CDD tu peux pas le casser avant la fin. C'est pas comme les CDI avec une période d'essai, le CDD tu es obligé de garder la personne jusqu'au bout, sauf s'il y a une énorme erreur on va dire, mais là c'était plus un problème de fit culturel on va dire. Et du coup tu passes beaucoup de temps à former la personne, t'intègres la personne dans ton équipe, donc ça a un impact aussi sur l'équipe au global, et ça vient casser toute la dynamique que l'équipe a là. Si tu fais rentrer quelqu'un qui a oui les compétences techniques, mais qui a aucun fit avec ta culture et avec ta vision du business, tu peux faire une énorme erreur et c'est un élément qui est très difficile à chiffrer en termes d'erreur sur le fait que ton équipe elle a été démobilisée, elle s'est dispersée et tu perds vite 4 mois finalement à cause de ce genre de problème et après tu dois repartir en plus en quête d'une nouvelle personne parce que le besoin il vient quand même évoluer et du coup tu te dis bah ok j'ai perdu énormément d'argent et en gaspillage et en coût d'opportunité donc c'est le genre de moment où tu dis j'aurais dû serrer les dents ou mieux choisir la personne et pas faire un recrutement par défaut en tout cas. Et est-ce que tu as fait des erreurs de choix technologiques qui eux aussi t'ont coûté cher? Alors c'était plus une erreur sur une refonte de site où on avait fait appel à un prestataire, on avait fait un appel d'offres avec 3 prestataires pour refondre tout ce qui touchait au tag management, donc la gestion du tracking sur le site et le data layer, sans rentrer dans les détails techniques, mais en gros c'est tout ce qui va permettre au site de communiquer avec Google Analytics, Google Ads, etc. Et
Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils étaient quasiment à égalité en plus sur l'appel d'offres. Mais c'était au moment où tu commençais à voir arriver Google Analytics 4. C'était un des premiers data layers sous GA4. Et ils se sont débrouillés pour créer quelque chose qui ralentissait tout le site. Et en fait, quand quelqu'un voulait se connecter au site, tu mettais 3 à 4 secondes avant qu'il se passe quoi que ce soit. 3 à 4 secondes, c'est très très long. Et en termes d'erreur, en termes de coût sur cette erreur-là, tu as eu un énorme coût sur le redéveloppement nécessaire. On travaille avec des prestataires externes sur le développement aussi. Le deuxième partenaire dans l'appel d'offres qu'on a sollicité en speed, qui a peut-être mis une marge d'erreur là-dessus aussi pour dire vous ne nous avez pas retenu la première fois et maintenant vous venez nous chercher. Et globalement, avec le changement de prestat, les devs, etc., c'est une erreur à plus de 50 000 balles. Et est-ce qu'il y a une erreur qui t'a coûté le plus en termes de temps perdu? Sur le temps perdu, je pense que j'aurais dû dire beaucoup plus non à certaines réunions, surtout sur des réunions récurrentes. Tu as des réunions qui ont vite pris 4-5 heures par semaine dans mon agenda. Et c'est énorme quand tu fais le compte de tout ce que ça a coûté en salaire pour l'entreprise, mais aussi en coût d'opportunité sur le temps que j'y passais et où je bossais pas sur des choses à peut-être plus de levier, plus d'impact. Et quand tu comptes avec le coût horaire d'un directeur marketing d'une boîte qui fait plus de 50 millions, déjà rien que ça, c'est un sacré gaspillage. Mais en plus, quand tu penses que cette personne, donc moi, t'aurais pu me mettre sur des projets peut-être plus ambitieux, avec plus de levier, quand tu fais le compte du gaspillage et du coût d'opportunité, c'est quand même assez costaud pour juste le fait de ne pas avoir dit non à des réunions. En fait. On dit souvent que les e-commerce sont trop dépendants d'un canal d'acquisition. Est-ce que tu as déjà vécu une situation similaire? Sur la dépendance au canal d'acquisition, tu vois souvent deux églises. Nous, on était très dépendants, par exemple, de Google Ads sur les premières années. Mais ce qui est normal, parce qu'entre guillemets, quand ça marche, t'as pas envie d'aller chercher ailleurs. Et c'est normal, et je le dis souvent d'ailleurs, c'est un peu paradoxal, mais quand t'as quelque chose qui marche, quand t'as une machine, tu donnes 1 euro, elle t'en sort 5. En fait, tout ce que t'as envie de faire, c'est continuer à mettre 1 euro de plus dans cette machine-là et pas aller tester la machine d'après. Et j'invite tout le monde à faire ça d'ailleurs. Le problème, c'est quand ta seule source de revenus, c'est cette machine-là. Et si demain elle casse, si demain elle décide que pour 1 euro que tu vas mettre, en fait, elle te rend 50 centimes, tu as créé une dépendance qui est hyper malsaine. Et ça, le moment où tu t'en rends compte, tu dis, OK, il est temps de passer à autre chose. Et typiquement, sur l'exemple de Google Ads, ce qui a été un peu l'électrochoc, c'est quand tu te fais suspendre ton flux à 2 semaines des soldes d'été, donc tu peux plus du tout diffuser sur Google Shopping, alors que c'est globalement ta seule source de revenus. Tu stresses, tu sais que ça va être un des temps forts quand même de ta période, et tu te demandes ce que tu vas faire. Donc en fait, partant de là, tu dis ok, je ne peux pas être dépendant d'une seule source d'acquisition. L'e-commerce évolue vite. As-tu déjà raté un tournant technologique qui t'a coûté cher? Je pense pas, parce que quand tu fais bien ta veille, tu arrives à, limite c'est pire, tu vois trop de choses passer, tu as envie de tester plein de choses, même des choses qui ne devraient pas marcher. Et en fait, quand tu reviens aux fondamentaux, en fait, tout se base sur tes fondamentaux e-commerce et tout ce qui va être, on va dire, technologique, tu viens le rajouter dessus. Tu vois, par exemple, tu vois beaucoup de gens faire des erreurs en ce moment sur le choix des outils, sur l'IA, etc. et céder un peu aux sirènes. On revient à l'objet brillant tout à l'heure. Tu te dis, mais pourquoi vous faites ça en fait? Ça n'a aucun intérêt dans votre business aujourd'hui, ça ne s'inscrit pas dans une stratégie globale. Oui, l'IA c'est important, oui, il faut s'y mettre, mais il faut s'y mettre de la bonne manière. Donc en fait, si tu as une bonne veille et que tu es solide sur tes fondamentaux, tu ne peux pas rater un tournant technologique. Donc le fait d'avoir été pas mal en veille depuis le début, je pense que ça m'a évité de louper un tournant technologique, même si ça ne m'a pas empêché de faire des conneries sur les objets brillants. Et justement, est-ce que tu as déjà fait des erreurs en allant trop vite? Ouais, t'as notamment en 2013, donc ça commence à dater. C'était avant que les DSP soient plus démocratisés, donc c'était ce qui permettait de faire de l'achat média en dehors des plateformes. Typiquement, Google Display Video 360, Criteo font ce genre de choses aujourd'hui. À l'époque, on avait bossé avec une start-up allemande. C'est les 2 seuls mois, les mois où on avait branché ça, où on a fait de la décroissance sur toute la période où j'étais là. Et c'était un objet brillant, c'était une techno qui n'était pas prête. C'était peut-être pas le bon partenaire, mais on voulait aller vite avant que tout le monde s'y mette et c'était un peu le truc sexy qu'on voulait rajouter comme brique. Et c'est peut-être ça qui nous a aussi forcé à revenir vers Google Ads uniquement pendant quelques années. Mais cette erreur-là, clairement, c'est quelque chose que je me demanderai toujours toute ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on aille en décroissance alors que généralement on avait des croissances à 2 chiffres. Là, on a fait de la décroissance à 2 chiffres. C'était uniquement sur les 2 mois où on a branché la solution. Tu te demandes quand même s'il n'y a pas quelque chose de bizarre. Donc ça reste the grosse erreur et en tout cas la grosse zone d'ombre sur ce que j'ai pu faire là-bas. Avec le recul, quel est le conseil que tu donnerais à un entrepreneur e-commerce ou à une CMO pour éviter de perdre autant d'argent? Moi, je dirais qu'il faut savoir sortir la tête de l'eau. Les plus gros game changers que j'ai eu à chaque fois, c'est quand je sortais, j'ouvrais mes chakras et j'allais voir en consulting des personnes qui soit avaient déjà fait ce que je voulais faire, là où je voulais atteindre, le genre de projet que je voulais débloquer. Donc des personnes qui ont un track record qui correspond à ce que je veux faire, ou alors des personnes qui avaient déjà accompagné des gens dans la réalisation de ce que je voulais faire. Ça, c'est, on va dire,
les plus gros shortcuts qu'on pouvait avoir. Et tu penses que tu aurais pu réduire ces pertes en consultant des experts plus tôt? Ouais, je pense que je le dis aujourd'hui encore, j'ai mis du temps à le formaliser. Tu as 3 éléments qui peuvent te permettre de réduire les pertes justement. À chaque fois, il faut que tu regardes ce que ça va te coûter en argent, en temps personnel et en délai. Donc la prise en compte du délai dans les choix, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement. Tu penses toujours en temps et en argent, mais tu ne penses pas le temps entre le temps que ça te prend dans l'agenda ou le temps que ça prend à tes équipes et le délai de résolution de tes problèmes. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut clairement prendre en compte. Et si quelqu'un regarde cette vidéo aujourd'hui et se reconnaît dans tes erreurs, quelle est la première chose qu'il devrait faire? Nous, l'exercice classique qu'on recommande, en tout cas quand tu as un moment où tu es un peu perdu sur toute ta stratégie e-commerce, c'est justement tu te poses sur ton mix marketing, sur ton équipe et tu fais un exercice qu'on appelle la cartographie des assets. Et généralement, tu es assez serein sur là où tu veux aller, le pourcentage de croissance que tu veux faire avec ton entreprise. Mais le chemin pour y aller, il est hyper flou. Et pour trouver le meilleur chemin possible, en fait, il faut savoir, comme avant une grande rando, il faut que tu sortes tout ce que tu as dans ton sac à dos, tout ce que tu as comme outil, comme équipe, comme mix média aujourd'hui. Tu poses tout sur la table et tu regardes avec ça, quel est le meilleur moyen d'aller jusqu'à ton point B. Est-ce qu'il te manque par exemple une lampe torche, auquel cas tu dois aller chercher une lampe torche. Ça peut être par exemple ton site il a un problème de conversion, tu vas chercher un expert CRO par exemple. Et à l'inverse, si tu sors de ton sac un parpaing, bah, tu te dis ça n'a rien à faire dans une rando type GR20, donc je fous le parpaing de côté, je ne vais pas m'encombrer avec ça. Donc tu fais l'exercice de qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui me manque et de quoi je peux me débarrasser. Et en fonction de ça, tu alignes correctement les planètes et tu te fais ta roadmap, mais pas juste une roadmap que tu glisses comme dans certains comités de direction où tu fais un truc limite ésotérique où tu te dis bah ok, dans un monde idéal, on va faire ci, faire ça, etc. Non, tu te poses à chaque fois sur la vision, la direction et la mission. Et la mission, ça va être tous les jalons avec à chaque fois une personne qui est en charge de tel ou tel jalon avec à chaque fois un délai de réalisation. Et c'est comme ça que petit à petit, tu arrives à aller vers ce point B justement qui est la zone où tu veux aller et c'est la zone à partir de laquelle tu refais une cartographie des assets parce que ça fait un moment que tu l'as pas fait et tu te reposes des directions. Et une roadmap comme ça peut être à faire, on va dire tous les 3, 6, 12 mois, au moins tous les 12 mois. Et c'est ça qui est intéressant. Et quel est l'état d'esprit à adopter quand tu traverses une grosse perte financière en business? Le pire dans tout ça, ça va être de paniquer forcément parce que quand tu paniques, t'es pas rationnel en fait. Et si à l'inverse, tu fais la réaction que certains ont, c'est de mettre de côté les émotions, pareil, c'est pas bon en fait. Il faut que tu accueilles les émotions. Évidemment, tu as peur, évidemment, tu es stressé, mais il faut juste que tu reconnectes ça et que c'est comme quand tu te prends un coup de poing dans le bide et que tu te dis bah ok, comment je relève la tête. Et j'en discutais avec un ancien médecin du RAID récemment là, qui avait couvert certains gros attentats justement. Il dit qu'en fait, tu peux pas céder à la panique, mais il faut que tu écoutes tes émotions et comment tu réagis dans ces moments-là. C'est que soit tu t'es suffisamment entraîné pour savoir comment tu vas réagir et comment tu dois réagir de manière très factuelle avec le plan, les missions, les tâches à faire quand il se passe un problème. Par exemple, les 50 € que tu perds à chaque clic parce que quelqu'un a mal cliqué. Ok, tu peux passer du temps par exemple à gueuler sur les gens. Ça ne sert à rien tant que le problème court encore et qu'à chaque clic, tu vas encore payer 50 €. Tu dois être orienté vers la correction de l'erreur. Donc à chaque fois, ça t'invite à anticiper ce qui peut se passer de mal. Te dire ok, en fait quand ça arrive, oui je suis stressé, oui, j'ai peur, mais je sais quoi faire. Et si je ne sais pas quoi faire, je sais ralentir. Et du coup, tu confonds pas vitesse et précipitation, comme disait le philosophe Denis Brognard. Tu te poses et au plus tu vas réussir à te poser et à prendre du recul, et au plus ça t'aide à prendre les bonnes décisions et à te mettre dans la bonne direction en tout cas. Nous, on disait souvent chez Ticamoon, on avait la citation de Andy Grove, l'ancien PDG de Intel, qui était « Only the paranoid survive ». Et tu penses que tu as fait toutes les erreurs possibles? Je pense que quand tu as écopé pas mal de problèmes en 15 ans, tu te mets des bons remparts, donc tu vas éviter certaines erreurs, mais ça t'empêche pas d'en faire d'autres en fait. Donc clairement, t'as pas vécu tous les problèmes de l'univers, mais à chaque fois, c'est du bon sens et t'acquiers un meilleur bon sens qui te permet de mieux réagir à chaque fois aux nouvelles erreurs qui pourraient arriver. Et aujourd'hui, après 15 ans, est-ce que tu as enfin l'impression d'avoir trouvé une méthode qui fonctionne et qui t'empêche de faire ces erreurs? Alors, j'aimerais bien pouvoir éviter toutes les erreurs de l'univers, mais malheureusement, c'est pas possible. Ce qui est important, c'est de réussir à bien les minimiser à chaque fois. Donc, tu as toujours deux types d'erreurs. De toute façon, tu as d'un côté les gaspillages, de l'autre les opportunités manquées. Et aujourd'hui, tu as des méthodes comme la méthode des 6 piliers du e-commerce rentable, dont je parle régulièrement sur la chaîne. C'est des éléments qui vont te permettre de réagir plus vite, d'être proactif sur une partie de ton mix marketing. Et surtout, ça force les gens à travailler ensemble. Ce qui est un des problèmes généraux et qui crée plein d'erreurs dans les équipes e-commerce, c'est que les personnes qui gèrent Google Ads vont pas parler aux personnes qui gèrent le SEO, qui vont pas parler aux personnes qui gèrent l'emailing. Et donc, rien que ça crée un terrain propice pour les nouvelles erreurs. Et le fait que les gens travaillent ensemble, déjà, c'est important parce que, par exemple, c'est comme si tu avais tous les joueurs de l'équipe de France qui jouent la finale de la Coupe du Monde
mais ils n'ont pas le droit de se parler. Donc forcément, ça va bien les embêter pour gagner. Donc la méthode, comme elle force les gens à se parler, ça réduit le nombre d'erreurs et donc tu vis un peu mieux. Et clairement, c'est aujourd'hui le joker que je sors à chaque fois sur ce genre de questions. Tu parles souvent de méthode et de structuration. À quel moment as-tu compris que c'était vraiment la clé? Au bout de 3-4 ans de gestion sur le marketing, tu te rends compte que courir, ça sert pas forcément si c'est pas dans la bonne direction. Donc c'est clairement le moment où tu te dis ça peut pas durer comme ça en fait. Et je pense que tu as beaucoup de marques qui ont du mal à sortir de cette course permanente et ça demande un sacré pas de recul. Une des seules fois où je l'ai fait en 8 ans, c'est tu prends des vacances et tu laisses ton cerveau infuser et tu reviens avec un regard neuf. Et tu te rends compte qu'en fait, ça peut pas durer. Et de ce que je vois, à chaque fois, tu as des personnes qui soit vont quitter leur boîte parce qu'en fait, elles en peuvent plus, soit tu mets sur pied une méthode qui te permet de vivre avec et d'être aligné, en tout cas, avec tes enjeux de croissance. Est-ce que tu offres des audits gratuits pour aider les e-commerçants à ne pas tomber dans ces pièges-là? Nous, dès le début de l'agence, on s'est promis de ne pas faire les audits gratuits parce que moi, j'en ai reçu plein quand j'étais directeur marketing et à chaque fois, c'est vraiment pour critiquer le travail des personnes qui sont déjà en place, que ce soit ton agence en place ou les équipes internes et ça n'a aucun intérêt, voire même ça peut être contre-productif de suivre tout ce qui se passe dans les audits gratuits. Donc c'est un truc hyper dangereux et j'invite vraiment à avoir un esprit critique quand on fait ce genre d'exercice. Donc nous, on a pris le contre-pied et limite, on fait des audits payants. On en a fait pour pas mal de boîtes, par exemple du Verisure, du Bonduel, les Minimondes. On a fait des audits payants pour ces boîtes-là où on fait justement avec eux l'exercice de la cartographie des assets, la planification et on met éventuellement les ressources à disposition pour résoudre les problèmes. Mais on n'est pas là, par exemple, pour dégager la personne en place. Si c'est le même freelance qui gère Meta Ads depuis 4 ans et qu'il le fait bien, bah juste on l'intègre à la méthode des 6 piliers. On n'est pas là, on va dire, pour cracher dans la soupe. On n'est pas là pour casser du sucre sur le dos du voisin. Ça fait des mauvaises recettes en plus si tu mets du sucre dans la soupe. Donc on n'est pas là pour ça en fait. On est censé être dans la même équipe. Et le but des audits en général, c'est de prendre la place d'un joueur de l'équipe. Donc les audits gratuits, qui ont juste vocation à faire un mauvais tacle à la personne, c'est pas dans notre ADN. Et quelle est la première chose que tu conseillerais après avoir vu cette vidéo pour éviter les erreurs? S'il y avait un truc, si les personnes n'ont pas encore vu ce que je détaille sur la méthode des 6 piliers, moi je les invite vraiment à aller voir. On n'aime pas, mais au moins ça a fait ses preuves. J'ai plus de 50 clients aujourd'hui et c'est exactement ce que je faisais chez Tikamoon justement. Donc pour commencer à poser les bases de tout ce que je disais sur la cartographie des assets, bien comprendre la planification et comment on met en place tout ça dans son entreprise, comment on évite aussi les erreurs que j'ai pu faire, on regarde la vidéo, je crois qu'elle fait moins de 20 minutes. On a réussi à bien condenser 15 ans en moins de 20 minutes quand même. Et on la regarde, on se fait un avis et en fonction de ça, on agit. Ce serait la première chose à faire après.